Donc, bienvenue à tous. Du coup, c'est la première réunion très ouverte du projet Stimae. Donc, je vais vous présenter le projet. Je vais me présenter, je vais vous présenter le projet et l'objet de la réunion de ce soir. Donc, il y a des personnes qui sont déjà un petit peu plus au courant que d'autres du projet. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par faire une présentation. Vous me posez les questions que vous souhaitez. On essaiera de laisser tout le monde parler et d'être assez ouvert là-dessus, quoi, et que tout le monde puisse s'exprimer. Et après, je vous montrerai concrètement comment on va mettre en œuvre les choses, sur quel territoire et comment va s'organiser la suite en termes de calendrier. Je voulais tester un outil que j'ai jamais testé. C'est le soir où tout ne marche pas correctement, mais c'est pas grave. On va quand même essayer. Il y en a qui pourront peut-être m'aider, qui le connaissent. C'est WooClap. En fait, je vous mets un lien là dans le chat. Et vous cliquez sur le lien et ça vous permet de vous situer normalement sur une carte pour qu'on voit d'où tout le monde vient. C'est juste pour avoir une vision des participants, où ils se situent à peu près, et pour qu'on voit qu'on on est assez répartis sur les Alpes, et c'est plutôt intéressant. Donc, je vais vous faire la présentation. Pardon. Donc, moi, je suis Marie Lambert de FNE Haute-Savoie. Donc, je suis chargée de mission milieu aquatique et biodiversité, et je suis responsable du pôle expertise, veille et appui aux collectivités. Du coup, je vais vous faire la présentation de ce travail. Donc, c'est dans le cadre d'un projet de recherche, donc d'une thèse que je commence cette année et qui va durer 4 ans. Pendant ces 4 années, je serai à 75% de mon temps de travail à FNE Haute-Savoie sur cette thèse. Donc, je vous partage l'écran. Donc, je vais vous faire une présentation, ça devrait durer une dizaine de minutes et après, on passera à la phase questions. Donc, le titre actuel de la thèse est l'écologie et la gestion des zones humides d'altitude dans un contexte de changement climatique. Et c'est une thèse qui est co-dirigée par Florent Artaud de l'Université Savoie-Mont-Blanc et par Thibaut Datry de INRAE à Lyon. Donc, il y a d'autres partenaires dans le comité de thèse avec qui on va travailler ou faire des collaborations, et en particulier le LECA, le CEF de Montpellier, l'EPIA Genève et puis le pôle éclat de l'OFB. Et puis, ce travail, il est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie, l'Adréal et le groupe Saint-Pétrum, si j'oublie personne. Donc, on part du constat que le changement climatique a des impacts sur la distribution des espèces. Là, je vous ai mis un exemple en altitude qui a été fait par le CREA Mont-Blanc en partenariat avec le LECA. C'est l'évolution, dans le cadre de l'Atlas Mont-Blanc, pardon, c'est l'évolution de la distribution de l'habitat du lagopède alpin. Donc, on a la première carte en haut à gauche qui est l'habitat actuel. Après, on a en 2050 à droite et puis en dessous, en 2090. Donc, c'est pour montrer que la distribution des habitats de cette espèce, ils sont en train de diminuer drastiquement et qu'il peut y avoir des menaces sur les espèces, en particulier donc, sur les espèces de montagne. La montagne, c'est un espace sentinelle pour la compréhension des impacts du changement climatique. Et donc, les espèces spécialistes, comme le lagopède alpin, sont les espèces les plus menacées par le changement climatique. Après, d'autres espèces sont très menacées et ont des risques d'extinction. Ce sont les espèces qui sont dans les zones humides, puisque les zones humides sont des milieux eux-mêmes qui sont très menacés. Donc, la problématique du travail, c'est que la connaissance des localisations et des typologies des zones humides d'altitude, ainsi que leur évolution, elle est insuffisante. Effectivement, on a fait une étude sur la région de Chamonix entre 2017 et 2020, sur les zones humides qui étaient au-dessus de 1900 mètres d'altitude,
Et on s'est rendu compte que 47% des zones humides, en dehors des espaces naturels protégés, étaient connues. C'est-à-dire que 53% des zones n'étaient pas connues. Donc, il y a une grosse lacune de connaissances sur la distribution des zones humides d'altitude, en particulier en dehors des espaces naturels protégés. D'autre part, les espèces des zones humides d'altitude, elles sont peu connues du fait de la difficulté d'accès en montagne, des difficultés d'échantillonnage possibles et des courtes périodes de déneigement que l'on a en montagne. Effectivement, les assais qui sont de plus en plus fréquents. Et la présence des communautés biologiques aquatiques, elle est liée à différentes variables qui sont elles-mêmes impactées par le changement climatique. Par exemple, c'est-à-dire le temps pendant on va avoir de l'eau dans la zone ou les fréquences de périodes de sécheresse, la température de l'eau et la connectivité. Donc la thèse, elle va s'inscrire autour de 3 axes. Donc le premier axe va être l'inventaire des localisations et des typologies des zones humides d'altitude et leur évolution sous l'impact du changement climatique. Le deuxième axe, c'est les réponses des communautés. Donc on va travailler sur les libellules, donc les odonates, les amphibiens, donc ce qui est grenouilles, crapauds et tritons, et les macrophytes, donc les plantes spécifiques dans la pièce d'eau. Et on va référer ces communautés à l'hydropériode, à la connectivité des zones humides et à la température de l'eau. Et puis, à partir des 2 premiers axes, on va modéliser les distributions actuelles et futures des espèces d'altitude. Donc, si on va un petit peu plus loin, pour mieux connaître la typologie des zones humides et leur localisation, on va compiler les données existantes de distribution des zones humides, donc celles qui existent déjà dans les inventaires départementaux, dans les inventaires qui ont été réalisés par des parcs, par différents acteurs. Et on va utiliser la télédétection à très haute résolution spatiale pour mieux localiser les zones humides et puis pouvoir caractériser la présence de végétation ou voir leur évolution. Donc, ce que je vous ai mis en bas, c'est donc on va utiliser des images satellites. Donc là, il y a une image du satellite Spot. Et par exemple, les orthophotos infrarouges, c'est l'exemple que je vous ai mis en bas, au centre. On voit entouré en rouge une zone qui est la zone humide en photo à droite. Donc, à partir de ces outils, on va localiser des zones qui sont de petite taille. Je vous redéfinirai mieux après qu'est-ce que c'est les zones humides. Quelles sont les zones humides dont on parle. Donc, ces zones humides, donc ce sont des entités qui sont en eau au moins une partie de l'année. Donc, il y a au moins à un moment donné dans l'année de l'eau libre que l'on puisse voir. Ce sont des zones qui vont faire moins de 2 hectares, plutôt petites, qui ne sont pas des lacs, et des zones qui vont être moins profondes que 2 mètres. Au maximum, elles feront 2 mètres. Donc, elles s'assèchent ou pas, mais en tout cas, il y a de l'eau à un moment de l'année. Elles font moins de 2 hectares et elles font moins de 2 mètres de profondeur. Donc, sur ces zones, on va étudier différentes variables qui ont des impacts connus sur les communautés biologiques aquatiques, qui sont, donc, je vous en ai déjà parlé, l'hydropériode, la connectivité, la température de l'eau et la présence de végétation. Donc, pour faire cela, on va travailler à différents niveaux et j'irai plus loin après ma présentation et après les questions sur les zones qui vont être étudiées. Mais là, je fais un focus sur la Haute-Savoie, puisqu'en Haute-Savoie, c'est là où on va équiper certaines zones dans les réserves naturelles nationales gérées par le Conservatoire des espaces naturels. On va équiper certaines zones avec des sondes température pour pouvoir justement identifier à quel moment ces zones vont s'assécher ou pas et comment varie la température de l'eau. Et en plus d'avoir ces mesures particulières et différentes variables environnementales, on va également donc détecter les espèces des différents groupes, donc odonates, amphibiens et macrophytes. Et en plus des méthodes traditionnelles dont on parlera plus tard, qui vont être déployées sur l'ensemble des Alpes et des Pyrénées et du Jura, on va utiliser l'ADN environnemental uniquement sur ces sites-là, puisqu'on va les équiper fortement. L'idée, c'est d'être bien fort sur la détection des espèces pour pouvoir bien lier l'impact des variables sur la présence ou l'absence des espèces. Et donc, on va travailler sur l'ensemble de l'arc
alpins, les Pyrénées et le Jura. Mais ça, je vous en parlerai plus dans le détail juste après. Et donc, le troisième axe, maintenant qu'à partir des données d'absence-présence et des variables mesurées, on a réussi à identifier quelles étaient les variables qui expliquaient le mieux la présence ou l'absence des espèces, et que dans le premier axe, on a bien localisé les milieux qui peuvent être favorables ou pas à ces espèces, on peut modéliser, cartographier les prédictions de probabilité d'occupation des espèces, c'est-à-dire est-ce qu'elles peuvent être présentes là ou pas, sur l'ensemble des zones humides connues. Et puis après, en se basant sur des scénarios d'évolution des variables qui sont explicatifs de la présence des espèces et sur l'évolution des zones humides, on va cartographier les distributions probables ou possibles avec les effets du changement climatique. Donc, j'arrête la première partie de ma présentation. Je vous propose de poser des questions si vous le souhaitez. Il est 28, on peut se donner une dizaine de minutes, un quart d'heure, 10 minutes à peu près de questions. Et après, on parlera de ce qui est protocole et quels sont les sites, quel est le périmètre d'étude. Là, c'est plutôt si vous avez des questions sur le fond, sur pourquoi on fait ça. Voilà. Moi, je voulais te poser une petite question. Est-ce que sur certains endroits, donc tu vas faire de l'ADN environnemental, tu vas sûrement en même temps, donc tu fais de la détection visuelle ou de capture, etc. Et ça va te permettre de caler un peu les choses, de voir la différence entre les deux, faire des extrapolations ou pas? En fait, l'idée de l'ADN environnemental sur certains sites, c'est donc sur les sites sur lesquels on fait l'équipement avec les sondes, etc., c'est d'avoir une plus forte probabilité de détection des espèces, c'est-à-dire d'être plus sûr de détecter les espèces si elles sont présentes. Oui. Et du coup, c'est pour que quand on va essayer d'expliquer si la présence des espèces ou l'absence des espèces, on ait moins de chances de se tromper dans nos explications. C'est pour renforcer la probabilité de détection et donc être plus fiable dans l'explication des variables qui vont conditionner la présence ou l'absence. Et il y a une deuxième raison de pourquoi on utilise l'ADN environnemental, c'est parce qu'on aimerait bien travailler au développement de cette méthode sur des groupes qui sont moins suivis, donc grâce à l'ADN environnemental, donc comme les macrophytes ou les odonates. Et du coup, on va tester à 2 moments dans la saison estivale de faire des analyses sur 2 échantillons différents pour voir quelle est la période la plus optimale pour que derrière, si cet outil il est opérationnel, il puisse servir aux gestionnaires au besoin dans leur suivi de site. D'accord, merci. Voilà, question de Cyril. Je voulais savoir s'il était prévu de modéliser l'évolution de l'étage nival actuel par rapport à la formation de nouvelles zones humides. En fait, ça fait partie de l'idée de l'évolution des zones humides, parce que ce que j'évoquais dans la présentation, l'idée c'est de voir est-ce qu'on arrive à mesurer comment elles évoluent déjà, celles qui sont présentes, en termes de niveau d'eau, de sécheresse qui s'accentuerait ou pas. Et après, la question de la création de nouvelles zones humides, c'est aussi quelque chose qui est intégré, comme la disparition de certaines. Merci. Mais ça viendra dans un deuxième temps, c'est pas tout de suite. Pas de souci. J'aurais une question. Vas-y, Alain. En fait, dans un mois, si tout va bien, je devrais aller dans les Pyrénées. Donc, je ne vais pas faire les Alpes, mais j'irai dans les Pyrénées, en Ariège. Et j'ai prévu de visiter la réserve de faune sauvage d'Orlu, en fait. Et donc, il y a un petit plan d'eau. Et ben, je voulais savoir si ça serait bon pour moi si je peux faire des trucs, ça serait intéressant, quoi. Dans un mois, ce sera trop tôt. Ah d'accord. Un mois, ça va être trop tôt, d'accord. Mais on parlera après des périodes oui, et des protocoles, etc. Mais dans un mois, c'est trop tôt. Sinon, ça aurait été bon. Sinon, par contre, je ne sais pas la profondeur. Par contre. Bah ça, de toute façon, il faudra regarder avant de faire le terrain. Mais ça, on en reparlera. Oui, d'accord. Après. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie avant que je passe plutôt à l'aspect, on va dire, carto et puis vous expliquer un peu le protocole?
Oui, moi j'avais une question rapidement. Vas-y, Angélique. Angélique. Du coup, là, par rapport à l'ADN, vous allez cibler des espèces et des groupes en particulier ou c'est l'ADN très large avec notamment d'autres espèces d'invertébrés qui pourraient être présents dans les sites du coup là, c'est vraiment ciblé sur odonates, amphibiens, macrophytes? Non, en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que la méthode qu'on va utiliser, ça s'appelle le métabarcoding. C'est-à-dire c'est pas du barcoding. Le barcoding, c'est justement quand on recherche une espèce précise. Là, c'est du métabarcoding, c'est-à-dire qu'on va échantillonner, enfin analyser toutes les séquences d'ADN que l'on aura dans notre échantillon. Néanmoins, en fonction de qu'est-ce que l'on recherche, c'est-à-dire nous, on recherche quand même les groupes odonates, amphibiens et macrophytes. Du coup, les outils qu'on va utiliser pour multiplier les séquences d'ADN qui sont dans l'eau pour pouvoir les détecter, ça va être des outils spécifiques à ces groupes-là, mais qui sont bien sûr plus larges. C'est-à-dire on va utiliser des sondes qui vont amplifier des eucaryotes, on va utiliser des sondes qui vont amplifier les insectes, par exemple, pour les odonates. Voilà. Et on va regarder quelles sont les sondes qui marchent bien avec nos espèces. Mais ça va amplifier plein d'autres espèces. Et donc, on aura à la fin une liste avec toutes les espèces présentes qui répondent aux sons qu'on aura choisis. Donc, ce n'est pas que les odonates, que les amphibiens, que non, mais c'est super intéressant parce que du coup, ça peut aussi potentiellement faire émerger des espèces qu'on ne connaît pas aussi dans ces milieux-là. Alors, effectivement, c'est très intéressant, mais après, c'est énormément de travail derrière pour trier les données, quoi. Enfin, ça veut dire qu'on a fait ce travail-là sur 36 sites, donc le même travail, sur 36 sites en Haute-Savoie, sur les réserves nationales. On a des listes de folie, il y a des espèces de fous, quoi. Mais on n'est pas spécialiste dans tous les groupes, déjà, pour commencer. Et il faut quelqu'un qui bosse dessus, quoi. Et oui. Enfin, après, moi, je prends que ce qui m'intéresse et on informe les gestionnaires, donc pour nous, c'est les réserves naturelles nationales de Haute-Savoie, que ces fichiers-là existent et que s'ils en ont besoin, il y a des fichiers, etc. Voilà. Il peut aussi y avoir il y a des papillons, par exemple. On trouve des orthoptères, alors qu'ils ne sont pas dans l'eau. Donc, on a aussi une vision de l'environnement un peu autour de... C'est super intéressant. Ouais. C'est vrai que ça donne aussi l'idée du nombre d'espèces qu'il peut y avoir dans un point d'eau aussi. Ouais. Bah, c'est biaisé quand même parce qu'on part d'une amplification avec un outil qui correspond à nos groupes. Donc, si on utilisait d'autres outils, on aurait d'autres espèces et peut-être moins nos groupes. Donc, on n'a pas une vision de l'ensemble des espèces présentes, mais on a un échantillon de ce qui est présent. Ok. Merci. Et c'est comparable entre les sites, par exemple. Oui. En utilisant le même outil sur tous les sites, on pourrait faire quelque chose en termes de richesse spécifique. Ouais. Jean-François, je crois que tu voulais dire autre chose. Oui. Est-ce que tu as déjà une idée de la façon dont tu vas mesurer la connectivité? Oui, j'ai plusieurs idées, oui. Parce que tu veux que je te dise un petit peu ou... Ouais, non, mais c'était par curiosité, mais peut-être que tu veux garder ça. Ouais. Non. Du coup, l'idée de la mesure de la connectivité, ça va être à partir de différents tampons, donc différents, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, différentes zones autour, taille de zone autour de la zone humide qui va être échantillonnée. Dans chacun de ce qu'on appelle des tampons, ces zones autour, on va compter le nombre de zones humides qu'il y a et la surface de zone humide qu'il y a dans ces tampons. Ça va nous donner déjà 2 indicateurs de connectivité. C'est-à-dire s'il y a beaucoup de zones humides, c'est qu'on est dans un réseau dense. S'il n'y en a pas beaucoup, voire aucune, c'est que la zone peut être isolée. Ça, c'est 2 indicateurs. Et après, on va utiliser aussi les connexions. La distance aussi, sûrement. Oui, bah, en fait, tu l'as la distance dans tes enveloppes. Et après, on va aussi utiliser il y a certaines zones qui sont reliées par des ruissellements, par des ruisseaux, en fait. Pas des ruissellements, des ruisseaux, enfin, du réseau hydrographique, quoi. Et puis après, il peut y avoir aussi des zones qui sont reliées, parce que comme je vous ai dit, ce sont des pièces d'eau qui s'assèchent ou pas dans l'année, etc., etc. Il peut y avoir plusieurs pièces d'eau
dans une même entité de type zone humide. D'accord. Et donc, ça peut être relié par une zone humide elle-même. Voilà, donc, il y aura plusieurs indicateurs pour la connectivité. Et peut-être du réseau souterrain aussi dans le karst, non? Sûrement. Ouais, mais ça va être plus difficile à... Ouais, d'accord. D'accord, merci. À mesurer. Mais en tout cas, on va essayer de savoir si, par exemple, on a l'impression, grâce à la température de l'eau, que, ça c'est pour les zones de Haute-Savoie, hein, si par rapport à la température de l'eau, on se rend compte que c'est alimenté par des sources, on pourra avoir des idées sur les potentielles connectivités souterraines. Mais en dehors, comme on ne va pas faire ces histoires de température de l'eau, on ne pourra pas avoir cet aspect souterrain. Dernière question. OK. Donc, je vous partage mon écran. Téléphone portable là, maintenant. Vous m'entendez là? Tout va bien? Oui, on t'entend. Super, merci Macha. C'est bon, merci. Ok. Non, ça c'est pas ça, ça c'est ça. Hop là. Du coup, c'est bon. Donc là, vous avez la carte de France. Je reviens où j'en étais. Donc là, on voit le lac Léman. Là, vous voyez, on voit clairement les massifs d'altitude les plus hautes. Rien que comme ça, en regardant la carte de Géoportail. Et ici, donc les massifs les plus hauts de France. Donc le périmètre d'étude, c'est ce que vous avez là en bleu. Donc on va se situer sur des zones qui sont au-dessus de la limite des arbres et uniquement au-dessus de la limite des arbres et qui sont dans ces périmètres en bleu. Donc on a le Jura ici. Maintenant je peux zoomer un petit peu mieux. Voilà. On a le Jura ici, donc la haute chaîne du Jura. Et puis après, donc on a les différents départements et régions alpines là. Et puis la chaîne des Pyrénées. Donc sur cet espace-là, on a des espaces naturels protégés, donc en vert. Et sur ces espaces naturels protégés, il va y avoir, donc, par exemple, dans le parc et la réserve nationale du Haut-Jura, sur le parc de la Chartreuse, Vercors, sur les saisies, sur le parc des Pyrénées, ça va être des salariés des différents parcs qui vont mettre en place le protocole. Et sur les autres espaces naturels protégés, donc réserve naturelle nationale de Haute-Savoie, parc de la Vanoise, parc des Écrins et Mercantour, là, il y aura des stagiaires de FNE Haute-Savoie qui feront le même protocole. Donc, en gros, les gens qui seront dans les parcs et vous, qui irez sur le terrain, ce sera exactement le même protocole. Par contre, dans les parcs, l'échantillonnage, c'est-à-dire les vallées qui vont être visitées et les zones humides qui vont être sélectionnées dans l'échantillon, on va aller essayer d'aller sur toutes les vallées dans lesquelles on a des zones humides qui répondent à la définition que je vous ai proposée tout à l'heure. Et donc, dans toutes les vallées, on essaiera d'avoir une diversité de zones humides la plus grande possible sur un gradient altitudinal le plus grand possible. Et donc, à chacune des altitudes, on essaiera d'avoir des zones différentes qui s'assèchent ou qui ne s'assèchent pas, qui ont de la végétation ou pas, qui sont petites, qui sont grandes, etc. Et donc, par vallée, on va échantillonner à peu près 7 zones humides. Donc, je vous mets juste les points. Voilà, donc ça fera ces points-là. Globalement, ça va être les points qui vont être faits en 2021 et 2022 sur l'ensemble des massifs. Donc, je vais enlever ces points. Donc, en dehors, sur l'espace bleu, il y a les zones qui ne sont pas dans les espaces naturels protégés et qui ne seront pas prospectées dans ce cadre-là. Et donc, c'est là où rentre la science participative et votre place à vous. Et donc, dans ce cadre-là, on ne va pas pouvoir aller partout. On est bien d'accord, ce n'est pas raisonnable de se dire qu'on va tout faire, tout partout, ce n'est pas possible. Donc, j'ai fait un tirage aléatoire de points. Hop.
Alors, on va zoomer sur une zone pour que ce soit un peu plus lisible pour vous. Voilà. Non, je vais vous zoomer sur une zone qui est plus parlante. Je vais essayer de ne pas vous faire vomir là avec les mouvements de carte. Donc là, par exemple, vous voyez en... Je vais mettre un autre fond pour qu'on voit les couleurs. Voilà. Donc vous voyez en blanc et bleu, ce sont les points qui ont été tirés de façon aléatoire. Donc je n'ai pas choisi des points. Et donc, pour avoir quelque chose qui soit statistiquement exploitable. Et donc, vous voyez, j'ai des points blancs et des points bleus. En fait, les points bleus, ce sont des zones sur lesquelles ce ne sera pas accessible. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur le Mont Blanc, le massif du Mont Blanc. Au-delà de, si, on pourrait me dire, si, c'est accessible. Mais dans tous les cas, même si c'est accessible, ça ne va jamais fondre pour qu'il y ait des pièces d'eau comme je vous ai défini au départ. Donc voilà, donc c'est sur ces points blancs que est, entre guillemets, attendue la science participative. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire principalement par rapport à la répartition. Donc vous voyez, ça va être partout sur les Alpes. Et si je dézoome et je rezoome, avant que... J'espère que vous n'avez pas tous mangé avant, ou en tout cas que ça tient. Voilà, et sur les Pyrénées, c'est pareil. Donc l'idée, maintenant, c'est de... J'arrête ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à comment on échantillonne? Pas par rapport au protocole encore, parce que sinon, ça va... C'est une autre question. Est-ce que pour vous, c'est clair? Pourquoi on ne va pas aller partout et pourquoi on ne va pas choisir des zones spécifiques? Oui, c'est bon. Là, ton tirage au sort, il est arrêté, là, il est fini. Il est possible que là, je ne vous mette pas ce qu'il y a dessous parce qu'il est possible que ça évolue un peu et donc que je le refasse. Et quand tu refais, bah, ça change les points de place. D'accord. Mais en gros, le nombre de points, il est un peu arrêté, là. Ouais, j'ai tiré 150 points. D'accord, entendu. Sinon, dans les parcs nationaux, c'est aussi en dessus de la limite des arts ou c'est partout? J'ai pas compris. Dans les parcs nationaux, là où on fait pas nous, quoi. C'est partout. C'est aussi en dessous de la limite des arbres ou... Oui, tout à fait. Oui, c'est pour tout le monde pareil. En fait, l'objet d'étude, c'est la définition que je vous ai donnée tout à l'heure de la zone humide en question, et c'est au-dessus de la limite des arbres. Ouais, d'accord. Oui. J'ai pas mis de limite altitudinale, parce qu'on s'imagine bien que les arbres, ils sont pas à la même altitude si on est dans les Pyrénées ou dans le Mercantour, ou vers le Mont Blanc. Et est-ce que si on relève des données sur des sites qui ne sont pas dans les points blancs là, dès cette année, est-ce que c'est des données qui potentiellement peuvent t'intéresser ou est-ce que tu veux vraiment rester sur de la donnée protocolée de A à Z ou est-ce que c'est quelque chose voilà, que tu peux exploiter par ailleurs enfin, je te dis ça si, voilà, si dans un autre cadre, à l'opportunité, on a possibilité de collecter certaines données sur un des sites qui potentiellement sera visité mais qui n'était pas choisi cette année. Tu vois ce que je veux dire? Les points, ils sont choisis pour les 2 années. Mais si tu as un cas particulier, Angélique, le mieux, c'est qu'on en discute. Ouais. Alors, en fait, là, je vous dis tout de suite un peu sur la suite de qu'est-ce qui va se passer. C'est qu'après la réunion d'aujourd'hui, on aura tous discuté ensemble, on aura tous la même base commune. Et derrière, on va faire des ateliers par département. Et là, on zoomera et on dira, OK, bah, qui va où, qui peut faire quoi et comment on s'organise. Et donc, c'est là où on pourra se poser ces questions, Angélique. C'est noté, je te remercie. Voilà, mais c'est bien de poser la question maintenant parce qu'après, il y a des sites qui ont été entre guillemets rajoutés parce que c'est des sites gérés par certains CEN, par certains conservatoires d'espaces naturels. C'est-à-dire qu'eux, ils vont faire de la gestion et donc ils vont faire des suivis. Cette année, bah, on va les rajouter. Voilà. OK. Mais le but est quand même d'essayer d'échantillonner le maximum de points blancs. Avant tout. J'ai une question, Marie. Est-ce que tu as regardé l'accessibilité de ces points ou pas? Eh bien, ça, il y en a, ils sont totalement inaccessibles et je le vois clairement, facilement et je les mets en bleu. Mais après, ça va être un travail qui va être à faire par département. Parce que Oui.
Non, non, vas-y, finis. Parce qu'il y a des zones, moi je sais à peu près, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones où je ne sais pas, puisque je ne connais vraiment pas l'ensemble du territoire. Oui, Manon. Oui, Marie, ouais, j'avais juste une petite question, c'était très clair comment tu as expliqué. Je voulais juste savoir, ton point représente une maille ou c'est vraiment juste un point GPS précis qui a été vraiment tiré Non, aléatoirement? Ah. non, non, non. C'est un point. C'est un point. Alors attends, on va prendre un exemple. On va prendre là. En fait, le point, il est là, d'accord? Derrière, un point, il faut s'imaginer que c'est un secteur, c'est une vallée. Attends, je vais te donner un exemple plus parlant sur des choses qui ont déjà avancé. Ici, oui. on est dans les réserves nationales de Haute-Savoie, d'accord? Le point du départ, imaginons, c'était mon étoile. C'est pareil que mes étoiles de départ de tout à l'heure. Du coup, par rapport à ces étoiles, j'ai fait le travail avec les gardes donc du Conservatoire des espaces naturels. Et donc, à côté, hop, il y a des points, tu vois? Ouais. Donc, l'étoile, c'est mon point blanc, imaginons. Et Oui, ça, ce sont les zones Ouais. humides qui vont être échantillonnées. Si après, je vous superpose, les zones humides, elles sont là. Oui, ok, ouais, donc c'est des secteurs en fait. Ce sont des secteurs, exactement. Si le point, il bouge de... Alors, les points, ils sont en théorie distants de 5 km les uns des autres. Donc, ça veut dire qu'on peut se donner une marge de le bouger de 1 km, voilà. Mais ça, il faudra juste qu'on le voit ensemble à un moment donné. Oui, ok. Voilà. Mais il n'y a aucun problème, le point, il est bougeable. Ça peut peut-être répondre aussi à la question d'Angélique de tout à l'heure, d'ailleurs. Tu as un nombre fixe que tu as établi, que tu as arrêté de points de sondage à faire au niveau de chaque station? Non? C'est en fonction des opportunités de chaque endroit? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de Ah, pardon. maximum 7. Ah, d'accord, oui, d'accord. Tu vois, là, tu es justement dans mon maximum, il est là. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord, d'accord. Et j'ai une question, il y a une zone, si tu dézoomes plutôt vers l'est des écrins, c'est un peu plus loin, il y a une zone qui se retrouve avec énormément de points, au sud-est des écrins, qui se retrouve avec énormément de points inaccessibles. Ouais. Ça veut dire que cette zone, du coup, avec le jeu de la statistique, elle va se retrouver non échantillonnée, du coup. Bah là, tu as des points là. Ouais, mais même si c'est très éloigné, il y a une zone de creux, ce que je pensais. Après, après, moi, j'ai regardé plus dans le détail. Il y a des zones où tu n'as même pas de points. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais après, ça, c'est à voir parce que ce que j'ai mis moi en non accessible, c'est avec ma vision à moi. Hein. Ok. Ça se trouve, c'est accessible, j'en sais rien. C'est pour ça qu'après, il faut voir. C'est avec ma vision à moi, avec une carte géoportail, des données zones humides. Donc après, il faut aller un peu plus finement, quoi. Ça donne une idée, voilà. Au moins, je peux vous présenter quelque chose qui tient à peu près la route, quoi. Ok. Et ça vous fait vous poser des questions, me les poser, et puis on peut avancer, quoi. C'est bon pour ça? Oui. Donc j'arrête ce partage d'écran. Voilà, comme ça. Donc ça, c'était pour les aspects compréhension de où est-ce qu'on va aller, comment on a choisi, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc après, il y a le protocole. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, et puis on en reparlera par la suite, puisque là, on est au mois de mars, début mars, et de toute façon, les prospections, elles ne s'ouvriront pas avant le mois de juillet. Donc c'est d'ici là, ce sera calé, ce sera propre, et on fera un guide pour les différents participants pour que vous ayez tous le même protocole dans les mains, les mêmes fiches de saisie. On créera un outil de saisie, à mon avis, basique, que vous remplirez et puis vous m'enverrez. Ça, c'est à voir encore, à définir. Et donc, tout le monde aura les mêmes informations. Ce qui est important à savoir aujourd'hui, pour que vous sachiez un peu vers où on va, c'est que le terrain, il se fera entre le 15 juillet et entre le 15 juillet et le 15 août. Il y aura un premier passage entre le 15 juillet et le 31 juillet et un deuxième passage sur le même site entre le 1er août et le 15 août. Donc, 2 passages sur ces périodes-là. Pourquoi ces périodes-là?
parce que c'est la période où les espèces de libellules que l'on recherche sont toutes en même temps observables, et qu'en même temps, on aura encore les indices de présence des amphibiens, c'est-à-dire on aura encore des larves, des têtards, des adultes d'amphibiens, et on aura les plantes. Donc ça explique la période. Et l'idée de faire 2 passages, c'est pour avoir plus de probabilité de détecter les espèces si elles sont présentes sur les sites. Dans l'échantillon, dans le travail que l'on va faire, peux-tu redire les dates? On va aller faire un premier passage entre 15 juillet et 31 juillet, et un deuxième passage entre 1er août et 15 août. Donc du 15 juillet au 15 août, 2 passages. Voilà. Donc globalement, pour les odonates, on travaillera sur, de rien, on travaillera sur les adultes et les exuvies. Ceux qui n'ont pas les compétences exuvies, on fera des relais pour déterminer les différentes espèces. Pour les amphibiens, on fera adultes, têtards, larves. Et pour les macrophytes, on n'a pas encore calé exactement ce qu'on va faire, mais on pense aller jusqu'à l'espèce et vous produire un petit guide simplifié avec les espèces que l'on recherche et des critères très simples, quand c'est possible, pour que vous puissiez les détecter, même ceux qui ne sont pas botanistes. Et l'idée, ça va être de faire la même chose pour les amphibiens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas les amphibiens, qu'on leur donne une petite clé simple qui leur permet de détecter les espèces facilement. Et de la même manière pour les odonates, Cyril, qui est là aussi ce soir, du GRPLS, travaille aussi sur une clé simplifiée pour les odonates d'altitude. Et puis, donc, il y aura donc ces parties espèces et il y aura toute une partie description du milieu, la surface estimée, est-ce qu'il y a de la fréquentation, par exemple, est-ce que la zone elle est recouverte de végétation ou pas, voilà. Et tout ça, on le verra plus dans le détail au fur et à mesure des temps à venir. Et on va organiser pour donc en plus des guides dans lesquels vous aurez tous ces éléments, donc le contexte du projet, les protocoles et les petites clés simples. Donc ça, l'objectif, c'est que mi-mai, ce soit finalisé, maxi. En mai, on fera une première formation pour ceux qui sont dispo, probablement dans les Savoies, du protocole. Et puis ceux qui auront été formés, on va organiser mi-juillet des journées collectives dans les départements, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes et Hautes-Alpes, qui s'appellent les Odo-Rhône-Alpes, qui sont des événements, entre autres, portés par le GRPLS, mais auxquels j'aimerais qu'on associe des réseaux RPTO et des botanistes. Et donc, il pourra y avoir des relais de formation sur les différents départements mi-juillet. Avant de commencer le terrain, voilà. Voilà à peu près les éléments qui me semblent importants à vous transmettre. Est-ce que vous avez des petites questions? Il y a du matériel technique dont on aura besoin, enfin des matériels un peu spécifiques qu'il faudra se procurer ou que tu vas nous passer, je ne sais pas. La liste du matériel sera dans le protocole. Ça, c'est clair. Donc là, moi, je suis en train de commencer à la faire. Mais globalement, il faudrait, à mon avis, en indispensable, il faut des boîtes pour les exuvies, du papier pour noter les sites, etc. Enfin, des outils d'identification sur quel site on a pris les choses. Il faut les clés qu'on aura faites, etc. Si besoin, un filet. Après, il y en a qui font de la détermination de donates aux jumelles ou à l'appareil photo. Voilà, ça par contre, il faudra qu'on le coche. Il faudra bien qu'on note quelle est la méthode. Mais a priori, moi, ce serait plutôt au filet. Et à mon avis, il faut soit un téléphone portable, soit un appareil photo, si on n'a pas de téléphone portable. D'accord. Voilà. Et pourquoi je dis un téléphone portable? Parce que du coup, quand on prend les photos avec le téléphone portable, on a la donnée GPS de où on a pris la photo. Et donc ça, il faudra qu'on l'ait, la donnée GPS. Donc voilà. D'accord. Mais à l'heure actuelle, dans notre monde d'aujourd'hui, on est en train de faire une visio à 40 personnes. Je pense que
La plupart, on a des smartphones. D'accord. Mais il n'y aura pas besoin de thermomètre, etc., de ce genre de matériel de mesure. Entendu. Non. Marie, comment vous envisagez de gérer le problème des amphibiens qui sont protégés au niveau capture? Bah, t'es pas censé... alors, a priori, tu n'es pas censé les capturer. Bah, pour voir les larves. Oui. Bon, ça, je vais voir parce que c'est quelque chose que je veux voir avec la DDT. Là, je vais en discuter avec eux. C'est prévu là que j'en parle avec eux parce que je suis en pleine période de rédaction de demande d'autorisation. Donc, c'est prévu que j'en discute avec eux, mais à voir. Après, il y en a qui ne sont pas protégés complètement. Donc, à voir. Pour te le signaler aussi, sur les réserves naturelles de Haute-Savoie, il faut que tu questionnes assez, dès que tu peux, le comité scientifique, quoi. Tu fasses remonter pour avoir l'autorisation. Ouais, dès que c'est prévu. Je te le dis pour ne pas louper le coche, quoi. Non, mais là, pour la réserve naturelle de Haute-Savoie, c'est prévu avant fin de semaine, là. D'accord. Donc, c'est prêt, en fait, j'ai plus qu'à faire des modifs. Donc, je suis en plein là-dedans, Cyril et Jean-François. D'accord. Donc, je pourrais apporter des réponses je sais pas comment dire, mais plus profondes, on va dire, prochaine fois. D'accord. Apparemment, Ariège, c'est en dehors de la zone, hein, parce que je crois qu'il doit y avoir encore des arbres. Non, je crois qu'il y a des zones en Ariège. Parce que j'ai discuté avec les Pyrénéens, là. Je sais pas. C'est quoi le numéro de département, Ariège? Non, mais je crois qu'il y est, l'Ariège. C'est 09. Bah oui, il y est, ouais. Je l'ai, ouais. 09. En PO. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions sur ces histoires de protocole? Est-ce que pour vous, ça vous paraît clair? Moi, j'avais une petite question, Marie. Alors, c'est Camille ou c'est Chloé? C'est Chloé. Pour la question, ouais, c'était Chloé. Non, j'avais juste une question par rapport au protocole, du coup, pour chaque passage. Est-ce que tu envisages disons, d'imposer un temps d'observation? Parce que je me dis, entre quelqu'un qui passe 8 heures devant sa zone humide et quelqu'un qui passe une demi-heure. Ouais, en fait, je vais imposer un temps minimum. Ok. Parce qu'après, en fonction de la surface, ce sera une demi-heure minimum. Après, en fonction de la taille de la zone, tu peux parfois passer 2 heures dessus parce qu'elle est grande. Mais en général, pour vous faire un peu une idée, si c'est une zone moyenne, on va dire, si ce n'est pas une très grande zone, on passe entre une demi-heure et 1 heure. Si c'est une très grande zone et qu'il y a plein d'odonates, eh ben, il risque d'y avoir plein d'exuvies et ça prend beaucoup de temps. Voilà. Mais voilà. Et puis, une chose importante que je n'ai pas dite, et qui est hyper importante, c'est qu'on prospecte aussi des zones où il n'y a pas d'amphibiens, odonates et macrophytes. C'est-à-dire qu'on ne va pas prospecter que des zones où il y a les espèces. Le but, c'est aussi de voir là où elles ne sont pas et pourquoi elles n'y sont pas. Donc ça, c'est hyper important, je ne l'ai pas dit. Et l'autre chose, c'est que quand on ira sur les sites, s'il n'y a pas d'odonates, ou il n'y a pas d'amphibiens, ou il n'y a pas de macrophytes, c'est une donnée hyper importante. C'est-à-dire dire, j'y suis allée, j'ai vu du triton alpestre et Somatochlora alpestris, j'en sais rien, et j'ai pas vu de macrophytes, par exemple. Marie, moi, du coup, j'ai une question. Vas-y, Marielle. Du coup, est-ce que la météo, est-ce qu'on est obligé de faire le protocole sur des journées météo qui sont favorables ou est-ce que c'est pris en compte dans le résultat? Oui. Non, il vaut mieux faire... il y aura une partie dans le protocole qui est justement les conditions climatiques auxquelles se rapprocher le plus pour faire le terrain. Ok. Et ça, c'est plutôt lié aux odonates. Hein. C'est plutôt lié aux odonates. Oui, Camille? Moi, du coup, j'avais une question par rapport en fait aux espèces ciblées. Du coup, sur quels critères est-ce que
sur quels critères vous ciblez ces espèces de libellules, du coup? En fait, ce sont les espèces qui sont spécialistes des milieux d'altitude. D'accord, ok. Et Donc, ce sont... Pardon. oui, vas-y. Ce sont plutôt des espèces bioindicatrices pour le milieu ou vraiment voilà, que spécialisées sur les... spécialisées sur le milieu, ouais. C'est des espèces qui sont spécialistes des milieux aquatiques d'altitude. Donc, certaines, elles vont pouvoir être très spécialisées sur certains milieux et d'autres moins. Okay. D'accord, ok. Voilà. Après, quand on ira sur le terrain, on notera l'ensemble des espèces que l'on voit. Mais la priorité, c'est de pouvoir bien identifier les espèces qui sont effectivement ciblées. D'accord, ok. Celles qui sont le plus menacées par le changement climatique, justement. Je vous propose qu'on se laisse 5 minutes peut-être, et puis après, comme je vous avais promis que ça dure 1 heure. Est-ce que tu as une idée de la période à laquelle tu vas nous dévoiler les secteurs où il y a les points? C'est parce que simplement pour préparer, on a tous pas mal de choses à faire, et puis là on a 1 mois pour faire 2 passages et dans de bonnes conditions. Donc ça peut être chaud. Sachant que toi, tu auras peut-être aussi envie de venir avec moi sur d'autres sites. Donc, oui, tout à fait. Déjà, quand on connaît bien, si c'est un secteur qu'on connaît bien, ça peut permettre déjà de réfléchir, de te soumettre éventuellement des idées d'endroits avec des bonnes zones, etc. Du coup, dans mon idée à moi, c'est dans le mois qui vient, je dirais, dans le gros mois, qu'on ait fait ces ateliers par département. D'accord. Et du coup, ce que je ferais, c'est que je pense que j'enverrai je suis en train de réfléchir. Soit j'enverrai un doodle, un sondage sur lequel on a des dates et les gens s'inscrivent, mais je ne suis pas sûre que ce soit pertinent. Je suis en train de réfléchir. En tout cas, j'enverrai plusieurs créneaux possibles pour les départements et les gens s'inscriront dans les créneaux. Mais le problème du sondage, c'est qu'on n'a pas les mails, donc je vais voir comment je fais. Les ateliers, ce sera en visio, Marie? Ouais. Et après, donc, il y aura en mai, il y aura donc une première formation pour ceux qui sont dispo et qui peuvent venir en pleine tester le protocole. Et après, ce sera relayé par les personnes qui étaient présentes en mai. Donc, j'espère qu'il y aura quelques... Donc là, je vois qu'il y a Régis, il y a toi, Angélique, il y a Alexandre Justy. Donc, les 3 personnes que je viens de citer, ce sont des coordinateurs du groupe Saint-Pétrum. Donc, est-ce que c'est possible de passer tes... Ah, mes shapes. Je ne sais pas qui c'est qui demande. Bon, je regarderai après. Donc, du coup, l'idée, ça va être que les personnes qui sont référentes sur certains départements, et après, ce sont elles qui vont s'occuper d'organiser les journées collectives au mois de juillet et août, parce qu'en fait, il va y en avoir 2. Et donc, eux, ils auront déjà été formés. Donc, il y aura un relais de formation sur les départements. Du coup, il y a eu plusieurs messages dans le groupe. Ça, c'est fait. Pour l'instant, le shape, il n'est pas finalisé. Donc, ça dépend pourquoi, dans quel objectif, mais il n'est pas du tout finalisé. Donc, je préfère pas. Et il va en plus bouger avec les ateliers départementaux. Et par contre, après, les ateliers départementaux, pourquoi pas, mais ce qu'il faudra voir, c'est que il faudra bien que je centralise qui va où. Et l'idée, ça va l'idée va être de faire évoluer une carte au fur et à mesure du terrain pour que les gens sachent qu'est-ce qui a été affecté et où est-ce qu'ils peuvent aller. Voilà. Tu peux demander à ce qu'on donne notre mail au lieu de notre prénom dans le sondage. Ah oui, tout à fait. Bonne idée, Chloé. Je vais faire ça, du coup. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire un sondage et puis je préciserai que vous mettiez vos mails dans la participation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? S'il y a des personnes qui sont présentes ce soir et qui ont eu le lien de connexion
directement sur Facebook ou sur d'autres outils. Envoyez-moi un mail si vous voulez continuer dans le programme, parce que sinon, je ne pourrais pas vous contacter. J'espère que ça a répondu à vos questions et que vous êtes super motivés pour qu'on travaille ensemble en altitude dès cet été. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair? C'est très clair, merci. C'est clair et ça motive. Bon, c'est cool. Et moi, juste une question par rapport aux dates de formation. Tu as déjà un peu... Ouais, j'ai une idée assez précise. Pour qu'on puisse toujours avoir l'idée de s'organiser. Moi, je vais essayer de venir. Je peux vous donner des dates et en sachant qu'elles peuvent bouger, mais je peux vous donner des dates. Pour l'instant, dans ma tête, à moi, ce serait le week-end du 8 mai, puisque le 8 mai est un samedi. Donc, je pense, puis ça se trouve, on sera... Enfin, bon. Voilà, ce serait le week-end du 8 mai pour la formation en pleine. Et après, pour juillet-août, comme on est contraint par le protocole, ce serait le week-end du 10 juillet pour être avant le 15 juillet, quoi. Parce que le 15 juillet, c'est un jeudi. Ouais, enfin, le 14 juillet, je ne pense pas que les gens seraient motivés pour faire ça. Donc, bon, en tout cas, ce sera par là, quoi. Donc, ce sera le week-end du 10 juillet. Si on se rend compte que les gens sont motivés le 14 juillet, ce serait encore mieux. Mais bon, voilà. Et le week-end du coup du 31 juillet, 30-31 juillet. Parce que sinon, ça ne va pas aller, les gens ne seront pas dispo et on aura trop d'écart entre les passages. Donc, ça fera deux sessions de formation, en fait, hein, si j'ai bien compris, ou c'est la deuxième qui est relayée par les coordinateurs, du coup Non, l'idée, c'est de profiter de l'Aude-Rhône-Alpes pour aller faire un de ces points blancs. Ok, ouais. Et du coup, il faudra faire les deux passages, donc autant le faire en collectif. Voilà, peut-être qu'il y aura moins de monde au deuxième parce qu'ils seront partis faire leur point à eux, mais voilà. De toute façon, ça, on en rediscutera plus en... Est-ce que j'envisage une formation sur tout le week-end? Ça, on en a discuté déjà un petit peu et on n'a pas encore la réponse. En tout cas, ce sera au moins un jour. Probablement en Haute-Savoie que ce sera que un jour. Mais après, ce sera la liberté des différents départements. Si jamais on se dit, ah bah non, on veut faire 2 points blancs, samedi on fait un point blanc et dimanche on fait un autre point blanc, bah pourquoi pas? À voir. C'est pas encore défini, mais vous avez déjà un peu une vision du programme, comment ça va se passer. Après, je suis disponible si vous avez des questions, s'il y a des zones d'ombre par rapport à ce que je vous ai dit. Il ne faudra pas hésiter. Donc, il n'y a pas de questions. Moi, je voulais vous dire merci. Et puis, je voulais dire bonjour aussi à vous et puis aussi à Régis et à Cyril, que je connais bien. Salut Alain. Moi, j'ai peut-être une dernière question. Oui, Camille. Pardon. En fait, moi, là, actuellement, je suis en Irlande jusque fin de l'été, normalement. Mais bah, franchement, ce projet, bah, du coup, m'intéressait déjà beaucoup quand j'ai commencé à en entendre parler. Donc, je voulais savoir si c'était possible de rester au courant, en fait, de tout ça. Il n'y a aucun problème. Ouais, les formations, c'est en ligne, c'est bien ça? Bah, les formations qui auront lieu en mai et cet été, ce sera sur le terrain. Ok, d'accord. Mais par contre, il y en aura L'idée, vu que le terrain, ça va être 2021 et 2022, l'idée, ce sera de refaire l'année d'après. Donc, vous pourrez vous rattacher à l'année d'après, sinon. Ok, bah, j'espère. Ok, Marie. Je voulais savoir si les points blancs pouvaient être prospectés en dehors de la période 15 juillet, 15 août, ou est-ce que ce n'était pas pertinent? Non, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est tout le monde en même temps au même endroit parce que sinon, les données, elles ne sont pas comparables. D'accord.
Ceci dit, tu parlais de travailler en groupe. Quand on est en groupe, on est plus nombreux et on trouve plus de choses. Oui, mais ça, ce sera écrit. Qui veut faire A1, A2, A3, A6 peut le faire à partir du moment où c'est écrit sur la fiche. D'accord. Et du coup, Marie, j'avais une question. Oui, Laura. Du coup, ça sera donc on aura des points et ensuite on déterminera les moments où on y va. Ça peut être en semaine, en week-end. Ah bah après, c'est vous. Ok. C'est vous les propres chefs de votre En fonction de terrain. la météo, quoi. Voilà. Ok. Alex, tu voulais dire quelque chose? Alexandre Justy? Non, non. Ok, j'ai cru. Ok. Et bah du coup, ah oui, il y en a déjà qui m'envoient des mails pour me dire coucou. Et ben du coup, c'est super. Merci à tous d'avoir été présents jusqu'au bout, bien qu'on ait eu des petits problèmes techniques à différents moments. Je vous remercie. Je suis très contente qu'on soit si nombreux et si divers en termes de répartition sur les Alpes. J'ai pas bien vu sur les Pyrénées parce qu'on va faire un autre atelier plus tard aussi sur les Pyrénées. Donc merci à tous. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, ça donne quoi en termes de points sur le Jura? C'est que sur les espaces naturels protégés. Donc, pour l'instant, en tout cas en 2021, il n'y a pas de sciences participatives sur le Jura. Bonne soirée!